dernier cours, nous avons poursuivi cette aventure de l'être humain pendant le Paléolithique moyen et pendant le Paléolithique supérieur. Nous nous étions arrêtés aux environs de 10 000, 8 000 avant notre ère, et c'est pratiquement à cette date que nous allons commencer aujourd'hui. C'est de nouveau une période importante qui va nous permettre, grâce à la vision macro-historique que nous pouvons en avoir, de distinguer, comme précédemment, l'essentiel de l'accessoire. En effet, la période que nous allons traiter commence avec la révolution néolithique et se termine avec une nouvelle invention, mais d'un tout autre ordre, dans le domaine de la religion, qui est l'invention du monothéisme. Toute la période de 12 millénaires dont je vais vous parler aujourd'hui commence donc au 12e millénaire avant notre ère et se termine donc pratiquement avec le début de l'ère chrétienne. Toute cette période se situe dans une région cruciale pour l'histoire de l'humanité qui est le Proche-Orient. Le Proche-Orient qui comprend ici la Syrie, la Palestine, la Mésopotamie et enfin l'Égypte. C'est ce que j'entends donc aujourd'hui par Proche-Orient. Deux sujets vont être successivement abordés qui concernent en fait logiquement l'organisation de la vie en société et qui se suivent chronologiquement, à savoir ce que moi j'ai noté au tableau dans un but pédagogique, mais avant tout explicatif, sous la forme d'infrastructures, c'est-à-dire de 12 000 avant notre ère jusque, grosso modo, 4 000 avant notre ère, donc ça couvre une période de 8 000 ans, de 8 millénaires, et enfin, ce que j'ai appelé la superstructure, qui par définition vient après, puisqu'elle se place au-dessus des bases matérielles nouvelles, des conditions nouvelles, du mode de vie nouveau qui va être celui de l'être humain dans ces régions-là, à partir donc d'un extrême début qui est placé au 10e millénaire avant Jésus-Christ, et puis alors pour les 4 millénaires qui précèdent immédiatement l'ère chrétienne, je l'ai donc appelé superstructure, puisque ça se place au-dessus de la vie matérielle, au-dessus donc des conditions économiques élémentaires qui vont permettre à une vie sociale de s'organiser avec une société de type hiérarchique, avec la création des États et d'une idéologie particulière qui a besoin d'un outil, l'écriture, et également d'un discours qui permet de légitimer le pouvoir et qui est donc la religion polythéiste d'abord, et puis la religion de type
monothéiste. Je vais donc dans ce cours vous expliquer les différentes étapes de ce processus. Retenez aussi que dans cette introduction, je cherche avant tout, maintenant d'un point de vue non pas de connaissance, mais au point de vue de la démarche intellectuelle que je poursuis, que vous appreniez à faire des liens entre des éléments qui, à première vue, pour celui qui n'y regarde pas de plus loin, n'ont peut-être pas de relation évidente, mais qui se suivent dans un ordre tout à fait logique. Alors, je commence donc par ce que j'ai appelé l'infrastructure, c'est-à-dire la révolution néolithique. Cette révolution néolithique, il faut bien voir dans quel ordre elle se passe. Parce que souvent, ce n'est pas tout à fait clair dans les manuels, et surtout, il y a des manuels qui ne sont pas à jour et qui inversent parfois les données, tout simplement parce qu'on a fait des découvertes archéologiques qui nous permettent de restituer l'ordre des événements et donc de modifier de cette manière les rapports de cause à effet. Ce que l'on croyait être des causes et des conséquences, eh bien, il se trouve que d'après les découvertes archéologiques, il faut parfois modifier ce rapport logique dans un sens qui n'est pas celui qu'on avait imaginé. Alors la première étape, qui se passe donc au XIIe millénaire avant notre ère, c'est la sédentarisation. Alors la sédentarisation, elle vient donc avant l'invention de l'agriculture. En effet, l'archéologie, et maintenant c'est daté, nous apprend que l'être humain s'est d'abord installé à un endroit précis avant de commencer à cultiver. Les habitations que l'on trouve pour cette époque, ce sont en fait des habitations qui ont d'abord une forme circulaire avant d'avoir une forme rectangulaire. Et la raison d'être de ces habitations, de ces constructions, c'est qu'elles ont dû d'abord être faites pour stocker des céréales. Alors, ce sont donc des silos. Alors, quand je dis stocker des céréales, entendons-nous bien, ce sont des céréales sauvages. Je vous ai dit que c'est dans un deuxième temps que l'agriculture est inventée. Et c'est donc dans un deuxième temps que l'on va placer dans ces constructions des céréales qui résultent d'un travail de l'homme, autrement dit, de l'agriculture. À partir de ce moment-là, ce ne sont donc plus des céréales sauvages. Il y a une intention très nette de cultiver à un endroit donné, suivant des modalités diverses, des plantes, d'attendre pendant un certain temps qu'elles mûrissent, et puis de recueillir lors des récoltes les grains. Je dis les grains parce que ce sont entre autres le blé qui va être cultivé. À cette époque apparaissent aussi des statuettes
cultuelles, c'est-à-dire destinées au culte. Ce sont des statuettes féminines qui ont l'apparence de femmes, mais qui ne représentent pas des femmes ayant vécu. Ce sont donc des symboles. Ces statuettes représentent en fait la féminité, et derrière la féminité, vous avez évidemment le concept de fécondité qui se trouve derrière. La terre doit être féconde, et la terre est donc cultivée, enfin, comment dirais-je, honorée plutôt, comme une femme qui peut enfanter. On trouvait également pour cette époque-là des taureaux, et ces taureaux, c'est évidemment pas par hasard que ce soit cet animal-là qui a été choisi, puisque ce sont les animaux, entre autres, qui vont être honorés, puisque les taureaux, donc les mâles parmi les bovins, les bovidés, qui ensemencent donc les femelles, donc les vaches, pour produire. On est tout de suite, dès lors, dans la problématique de l'élevage. L'archéologie, une fois de plus, nous indique dans quel ordre tout cela s'est fait. Il nous est dit 1. La sédentarisation, 2. L'agriculture, vers 10 000, et puis, dans le millénaire qui suit, l'élevage. Alors, l'élevage de quoi ? Eh bien, pas de n'importe quel animal. Ça s'est fait dans l'ordre, d'abord avec les moutons et les chèvres, autrement dit les ovins et les caprins, et ensuite, dans un deuxième temps, avec les porcs et les vaches et les bœufs. Autrement dit, pour utiliser des termes savants, de zoologistes, les suidés, parce que le mot porc en latin se dit sus, S-U-S, et des bovins. Donc vous voyez que l'histoire, telle que vous devrez l'enseigner, ce n'est pas une science, je dirais, ou une activité intellectuelle qui est, comment dirais-je, laissée à la libre imagination de ceux qui l'enseignent. Ils doivent bien expliquer dans quel ordre tout cela s'est fait. Donc, 1, la sédentarisation, 2, l'agriculture, 3, l'élevage. Et ça, on peut le prouver grâce à des datations, entre autres le carbone 14. Mais il y a aussi d'autres méthodes de datation que je ne vais pas développer ici. Alors, étape suivante, vers 6000, donc au début du 6e millénaire avant notre ère, c'est l'invention de la céramique. Je vous ai dit l'importance que va avoir dorénavant la terre dans le domaine de l'agriculture, mais la terre, c'est essentiel également pour les pâturages des animaux. Eh bien, la terre a un troisième usage. Elle a un troisième usage, c'est que l'on peut s'en servir pour fabriquer des matériaux. Alors, les premiers matériaux qui ont été utilisés avec de la terre, ce sont les briques. Alors, ces briques qui, dans un premier temps, sont des briques crues, qui sont utilisées, et vous voyez tout de suite l'inconvénient des briques crues, c'est que elles ne peuvent pas tenir très longtemps. Et ça explique d'ailleurs qu'en Irak, il y a toute une série de sites qui ont disparu
parce que l'on appelle des tels, T-E-2-L-S au pluriel, c'est-à-dire des collines, ne sont rien d'autre en fait que des superpositions d'habitations en briques crues qui se sont affalées, tassées les unes sur les autres, mais dont il ne reste, puisqu'elles n'étaient pas en pierre ou en briques cuites, dont il ne reste rien. Alors pourquoi construire en briques plutôt qu'en pierre? Parce que la pierre est plus rare, tout simplement. On n'est pas toujours à proximité d'une carrière de pierre. Donc, parmi les habitations qui ont été construites dès le 3e millénaire, 12e millénaire, il y avait bien des constructions en pierre. On est bien d'accord. Mais d'ailleurs, ces constructions en pierre, elles étaient enfouies dans le sol, parce qu'on s'imagine toujours qu'on a commencé à construire en hauteur, on a commencé à construire les premières habitations, c'est dans le sol justement pour que ce soit plus solide. Donc les premières habitations, les silos et l'endroit où les gens habitaient, c'était, je dirais, des entresols, comme on dirait maintenant, entre la cave et le rez-de-chaussée. On a donc, après la brique crue utilisée, on a fait cuire les briques. Alors on les a fait cuire, pourquoi? Mais pour des bâtiments plus solides, évidemment. Mais c'était en infrastructure, en substructure, donc. C'était on creusait dans le sol, on y mettait de la brique dure pour les fondations. Mais le dessus, c'était pas du tout, ou en tout cas pas souvent, des constructions solides. Ça pouvait être ça pouvait être construite en bois, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout n'était pas construit en briques cuites. Et puis il y a ensuite la céramique. La céramique, c'est la poterie, autrement dit. J'ai indiqué au tableau sur ma ligne du temps que c'est aux environs de 3500 que le tour de potier est inventé. Donc, autrement dit, quand vous avez le tour de potier, vous savez ce que c'est qu'un tour de potier. Vous pouvez avoir des poteries qui ressemblent à quelque chose, si je puis dire, et qui ne sont pas le résultat d'un modelage relativement informe. À cette époque-là, également, autre invention importante, c'est le métier à tisser. Le métier à tisser. On filait déjà à cette époque-là avec des quenouilles, comme dans La Belle au bois dormant, ça doit vous rappeler quelque chose, des quenouilles. Mais le métier à tisser, donc, il est inventé pratiquement à la même époque que le tour de potier. Nous allons maintenant parler, pour suivre le plan que j'ai tracé au tableau, j'essaie de le suivre. Vous avez donc la révolution néolithique qui se passe au Levant, c'est-à-dire la région de la Syrie et de la Palestine. Et puis alors, vous avez, pour l'infrastructure, on va voir que ça va se passer dans un autre coin, dans une autre région du Proche-Orient, qui est le sud de l'Irak. Autrement dit, le pays de Sumer. Les Sumériens, c'est un peuple dont on parvient à lire l'écriture. Leur langue n'était pas une langue sémitique, ce qui va être le cas des Babyloniens, des Assyriens, des Hébreux, des Arabes, qui parlent une langue sémitique. Donc les Sumériens appartiennent à un groupe linguistique qui est autre et qui n'est pas celui-là. Mais les Sumériens vont avoir un rôle très important. Ils vont avoir un rôle très important, parce que c'est là, donc dans le sud de l'Irak, que va être expérimentée l'irrigation
Alors l'irrigation est destinée à creuser des canaux pour diffuser, pour faire parvenir l'eau du Tigre et de l'Euphrate, qui viennent du nord, de la Turquie actuelle, donc, et qui peuvent avoir un intérêt évidemment majeur pour l'agriculture. Il se fait que l'irrigation suppose un travail collectif. Ce travail collectif doit être organisé. C'est la raison pour laquelle le premier point que j'aborderai dans ce sous-chapitre qui concerne la superstructure, c'est l'organisation politique de cette société sumérienne, ou on pourrait dire plutôt de ces sociétés sumériennes, car c'est là que vont se mettre en place les premières cités-États. C'est quoi des cités-États? Eh bien, en fait, ce sont des villes qui sont organisées collectivement avec une hiérarchie de personnages qui vont organiser donc la vie en commun et plus particulièrement donc la mise en place du creusement de ces canaux. Donc, l'État est le résultat d'un processus ou d'un mode de production qui naît avec l'agriculture et qui va se perfectionner, s'améliorer et se développer grâce à l'agriculture. À l'irrigation. Donc, vous voyez le lien qu'il faut faire. Donc, 1. Sédentarisation. 2. Agriculture. 3. Élevage. 4. Céramique. Je vous ai dit que agriculture, élevage et céramique, ce sont toutes les activités liées à la terre. Je vous ai montré également que la religion, à cette époque-là, est liée également à la terre. Vous avez d'une part des statuettes féminines qui représentent donc la fécondité, et d'autre part des taureaux qui semblent être divinisés également, et qui représentent en fait le pôle masculin dans la fécondation. Alors, nous avançons un petit peu. Il y a donc dorénavant des cités-États. Un nouveau processus va se développer. C'est la naissance, ou plutôt l'invention, parce que ce n'est pas arrivé par hasard, ce n'est pas un processus naturel, c'est un phénomène culturel, et je dirais même politico-culturel. Vous voyez, c'est l'invention de l'écriture. C'est comme ça que je crois que les choses ont été écrites au tableau. Oui, effectivement. L'écriture. Alors, l'écriture naît en Mésopotamie, parallèlement avec l'Égypte. Les historiens, qu'ils soient égyptologues ou assyriologues, ne parviennent pas vraiment à départager, finalement, et c'est essentiel, quoique, c'est un problème mineur quand même, dans quel ordre les choses se sont passées. Autrement dit, dans quel pays l'écriture a été inventée. Ce qui est sûr, c'est que l'écriture est inventée entre 3400 et 3200 avant notre ère. En Mésopotamie et apparemment pratiquement en même temps en Égypte. Alors, à quel besoin répond l'invention de l'écriture? L'écriture répond à un besoin
qui est celui, et ça c'est pas une théorie de philosophe, c'est de nouveau l'archéologie qui nous le montre, et l'étude des documents de cette époque-là, c'est que les premières traces d'écriture montrent qu'elle a été utilisée au début très clairement dans un but économique et ou administratif, les deux étant généralement liés. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les premiers écrits que nous possédons, ce sont des écrits qui font l'inventaire de la production de la terre, donc pour l'agriculture, et également qui font l'inventaire des troupeaux. On voit d'ailleurs que très rapidement, l'État intervient dans l'élevage pour pouvoir le contrôler. Et ce sont donc des documents de type administratif qui nous informent à ce sujet. Alors, quelles sont les premières formes d'écriture et quels sont les usages qui vont en être faits dans un deuxième temps, puisque le premier usage a déjà été mentionné. Premier type d'écriture, c'est l'écriture de type pictographique. Autrement dit, ce sont des dessins, et vous n'avez pas encore l'écriture telle que nous la connaissons à l'heure actuelle. Ce sont donc des dessins. Ces dessins représentent des choses existantes. Autrement dit, si on veut représenter un troupeau de bœufs, on va représenter des bœufs. Si on veut représenter des porcs, on va représenter des porcs. Ça, c'est ça ce qu'on appelle donc une écriture de type pictographique. Ça veut dire écriture peinte littéralement, mais ce n'est pas obligatoirement peint. Ça représente les choses telles quelles. Et puis, à cela, vont s'ajouter des signes qui représentent des idées. Par exemple, vous allez avoir pour les moutons, très rapidement, donc à Sumer, des petites croix dans un cercle. On sait que ça veut dire mouton. Ça va? Et puis, troisième étape, vous allez avoir des signes qui représentent un seul mot. Donc, il y aura un signe par mot. C'est ce qu'on appelle des logogrammes. Donc, cette écriture, c'est l'écriture logographique. Tout ça est écrit au tableau, de droite. Logographique. Ensuite, étape suivante, il va y avoir des mots qui comprennent des signes dont certains sont des logogrammes. Ça veut dire que vous allez avoir dans ces écritures des signes qui représentent des mots, donc un signe par mot, et puis vous allez avoir aussi des signes qui représentent des syllabes, donc dans les mêmes phrases, si je puis dire. Donc un à côté de l'autre, donc certains signes représentent des mots, et d'autres signes représentent des syllabes qui peuvent appartenir. Donc, vous comprenez bien, on peut avoir parfois plusieurs syllabes pour un seul mot. On comprend bien ça, Marina, ça va? Oui. Donc, il peut y avoir donc plusieurs syllabes pour un seul mot. Bon. Mais vous avez ça ensemble. Et puis, quatrième étape, vous pouvez alors avoir, et ça va être l'étape suivante, des signes. Il n'y aura plus, ou principalement, plus que
une écriture de type syllabique. Alors, cette écriture-là qui se met en place et qui va être progressivement schématisée, on l'appelle l'écriture cunéiforme. L'écriture cunéiforme, c'est donc une écriture qui est la forme de clous que l'on aurait enfoncé dans l'argile, parce que le support c'est donc de l'argile, ou des coins. Je rappelle, des clous ou des coins. C'est pour ça qu'on l'appelle cunéiforme. Donc ça veut dire une écriture qui a la forme de coin. Donc vous avez des sortes de petits triangles les uns à côté des autres. Pourquoi on dit cette forme-là? Parce qu'en fait, on utilise des calames, c'est-à-dire des roseaux que l'on a coupés en biais et que l'on enfonce dans l'argile et qui donnent tous ces petits triangles les uns à côté des autres. Donc vous pouvez avoir 3 petits triangles ou clous ou coins qui peuvent être mis verticalement, horizontalement. Vous voyez qu'il y a des tas de combinaisons possibles en fonction du nombre de petits coins. Vous en mettez 3 verticalement, 3 horizontalement, 2 un à côté de l'autre. Vous pouvez avoir aussi un mot constitué de 2 coins horizontalement et de 1 coin verticalement. Eh bien ça, ce sont donc chaque fois des syllabes qui vont être représentées. Entendu? Donc on appelle cette écriture-là donc une écriture alors dès lors syllabique. Cette écriture cunéiforme va être utilisée après les Sumériens dans une autre région de la Méditerranée, de la Mésopotamie, c'est-à-dire la moyenne Mésopotamie, la région de Babylone, et puis la partie septentrionale de la Mésopotamie, en tout cas la partie orientale de la Mésopotamie, qui est la Syrie. La Syrie, c'est L''Assyrie, à ne pas confondre avec la Syrie. Hein. Ça va? Donc, ici je parle des Assyriens, je ne parle pas des Syriens. Ça va? Bon. Donc, on va passer d'une écriture qui va servir de support à une langue, à un système linguistique, à une autre langue qui appartient à une toute autre famille. Puisque je vous ai dit, le sumérien n'est pas une langue sémitique, alors que les civilisations dont je vous parle maintenant, la civilisation babylonienne et la civilisation assyrienne, appartiennent à une autre civilisation, qui est une civilisation sémitique. Mais retenez que les Babyloniens et que les Assyriens parlaient la même langue, pratiquement la même langue, et cette langue s'appelle l'akkadien. Avec 2 K et pas 2 C, hein, pas confondre avec les Acadiens du Canada, hein. Enfin d'Amérique du Nord en tout cas. C'est pas au Canada, en tout cas en Amérique du Nord. Et puis, cette écriture va être utilisée par toute une série de peuples qui vont être conquis par les Babyloniens, par les Assyriens, et l'akkadien va devenir la langue internationale au Proche-Orient. Donc, on va utiliser donc cette langue et cette écriture, même si on est dans une région où les gens ne sont pas des Assyriens, ne sont pas des Babyloniens, mais sont soumis, ou en tout cas sont sous l'influence des Babyloniens et des Assyriens. On va même utiliser donc l'akkadien et l'écriture cunéiforme dans les régions qui vont être conquises par les Égyptiens, qui eux ont un autre système d'écriture, vous le connaissez, ce sont les hiéroglyphes qui ont été décryptés par Jean-François Champollion, donc à l'époque de la Restauration en France, hein, dans les années 1820.
les Égyptiens ont aussi une écriture assez complexe, c'est pour ça que ça n'a pas été facile pour essayer de comprendre ce système d'écriture qui mêle d'une part des signes qui représentent des choses elles-mêmes, des signes qui représentent des idées et des signes qui représentent des sons. Je vous ai dit donc que finalement l'écriture cunéiforme va représenter essentiellement, sera donc une écriture de type phonétique, c'est-à-dire représente des sons, autrement dit des syllabes. Il y aura d'autres écritures de type syllabique qui vont être inventées, je pense en particulier au linéaire B, qui est une écriture qui va être utilisée par les Mycéniens, donc au milieu du 2e millénaire avant notre ère, les Mycéniens, donc en Grèce. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème? Bon. On peut avancer. L'écriture va connaître une évolution. Vous voyez que je vous ai parlé donc successivement de la Mésopotamie et de l'Égypte. Sur le tableau de gauche, vous voyez que l'écriture a été inventée à partir d'entre 3400 et 3200 avant notre ère. Vous voyez qu'entre parenthèses, enfin à droite, entouré en rouge, j'ai indiqué Irak et Égypte. Et puis alors, vous voyez que dans la première moitié du 3e millénaire avant notre ère, cette écriture donc commence à être utilisée en Syrie-Palestine, par des gens qui d'ailleurs ne parlent pas l'acadien. Et puis l'étape suivante se situe au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui se passe au XIIIe siècle avant Jésus-Christ? Eh bien, un autre moyen de communication écrite est inventé. On va passer d'une écriture de type syllabique à une écriture de type alphabétique. Vous savez ce que c'est qu'une syllabe, hein? Quand vous dites ba, be, bi, ce sont des syllabes. Les lettres, ce sont des expressions phonétiques réduites à l'extrême, puisque vous n'avez plus qu'une lettre chaque fois. C'est l, n, a, o, k, etc. Cette écriture-là, de type alphabétique, est inventée par, ou plutôt dans une cité qui se trouve sur la côte du nord de la Syrie. Voilà. Donc vous voyez ici la Phénicie et ici vous avez donc la Syrie. Et donc Ougarit, c'est une ville qui est située ici, Ougarit. Donc sur la côte de la Syrie. Et Ougarit se dit à l'heure actuelle en arabe Ras Shamra. Ras Shamra. Ougarit, c'est le nom ancien dans l'Antiquité. C'est là que l'alphabet est inventé. Sauf que cet alphabet ne va pas tenir longtemps. Pourquoi? Il ne va pas durer longtemps parce que la culture qu'il a inventée va disparaître au début du XIIe siècle, dans les années 1180 avant notre ère. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette écriture? Donc, l'écriture alphabétique d'Ougarit. Eh bien, en fait, c'est que c'est la même écriture que les Akkadiens et tous les autres, c'est une écriture cunéiforme. Sauf que
ils inventent une écriture où chaque signe, donc chaque caractère cunéiforme ne représente plus une syllabe, mais chaque caractère cunéiforme représente une lettre. Il y a ainsi dans l'alphabet d'Ougarit 30 signes cunéiformes qui représentent 30 lettres. Là, vous voyez, ça diminue très fortement le nombre de signes que l'on avait auparavant. On en avait entre 100 et 200. Hein. On devait en avoir près de 200, je crois. Le linéaire B, je crois qu'il y en a 90, si mes souvenirs sont bons. Je ne suis pas spécialiste de cette période-là, mais enfin, je vous donne des ordres de grandeur. Donc, vous voyez, il n'y en a plus que 30. Donc, ça va pouvoir s'apprendre plus facilement, ça va pouvoir être utilisé plus facilement. Auparavant, l'écriture, surtout l'écriture égyptienne, vous comprenez bien que ça nécessitait des années d'études, vu le nombre de caractères qui étaient utilisés, et vu le nombre de combinaisons possibles entre des signes qui pouvaient représenter tantôt l'objet lui-même, tantôt une idée ou un concept, et tantôt un son. Je vous donne un exemple pour l'écriture égyptienne, un exemple classique. Si vous avez un cercle, le cercle peut représenter le soleil. Un cercle avec un point dedans, hein, en général c'est comme ça. Il peut représenter le soleil. Le cercle peut représenter aussi alors une idée, le concept qui est le dieu soleil. Donc ce n'est plus le soleil en tant qu'objet, on ne parle pas du soleil, il fait chaud, non, on va parler du dieu Ra ou Ré. Et puis troisième étape, le signe qui représente donc un cercle avec un point au milieu, qu'est-ce que vous allez avoir dans votre troisième étape? Eh bien, ça va représenter la syllabe Ra dans n'importe quel autre mot. Donc, quand vous avez un mot qui est, dit, par exemple, Ramsès, eh bien, pour Ramsès, vous allez l'écrire avec un cercle et un point au milieu. Ramsès. Entendu? Donc, c'est comme un rébut. Le problème, c'est que les Égyptiens, ils utilisent dans la même phrase aussi bien, éventuellement, des cercles qui veulent dire le soleil vraiment, le soleil en tant que divinité, et puis le soleil en tant que syllabe. Vous voyez comme c'était compliqué. On comprend que seul le clergé pouvait manier, enfin le clergé et les scribes font partie de l'administration impériale, royale, pharaonique. Dorénavant, avec l'alphabet, ça simplifie drôlement les choses, hein, parce que chaque signe représente donc un seul son. Dans les langues sémitiques, parce qu'il y a une région plus particulièrement qui correspond au Liban à l'heure actuelle. À cette époque-là, pour cette époque-là, pour l'Antiquité, on parle de la Phénicie. Mais la Phénicie n'existe pas comme pays. Il y a plusieurs cités phéniciennes indépendantes les unes des autres. Là-bas, il y a Tyr, il y a Sidon, par exemple, Beyrouth, l'ancêtre de Beyrouth. Ça va? Eh bien, donc, dans les cités phéniciennes, on va vers l'an 1000, alors que je vous rappelle que vers 1200, l'alphabet ougaritique ne va plus être utilisé, parce que l'ougarit disparaît. Pourquoi ougarit disparaît? Sous les coups de ce qu'on appelle les invasions des peuples de la mer, et donc il y a une disparition de cette civilisation. Alors on va continuer encore à utiliser un petit peu cette écriture, mais il faut attendre alors l'an 1000, progressivement, le début du Xe siècle avant notre ère, pour que l'alphabet phénicien, cette fois non plus l'alphabet ougaritique constitué de caractères cunéiformes, mais un nouvel alphabet apparaisse. Cet alphabet phénicien est à l'origine, je dirais, de presque tous les alphabets du monde. Hein? Pourquoi? Eh bien, parce que cet alphabet phénicien
va être par la suite utilisé en étant modifié, en s'adaptant à la langue grecque, alors que le phénicien est une langue sémitique, au même titre que l'acadien, que l'arabe ou que l'hébreu. Eh bien, les caractères phéniciens, l'alphabet phénicien est à l'origine de l'alphabet hébraïque. On appelle l'alphabet carré, plus tard on l'appelle carré, parce qu'il y a plusieurs types d'alphabets chez les Hébreux. Donc l'alphabet carré précède un petit peu notre ère. Et donc, va être utilisé par les Hébreux, par les Grecs. Les Grecs, le grec c'est une langue indo-européenne. Les Latins, donc les Romains, vont, comme les Étrusques d'ailleurs, vont utiliser l'alphabet grec, et c'est devenu notre alphabet à nous. Donc notre alphabet n'est rien d'autre qu'un alphabet qui a été inventé par des commerçants, vraisemblablement d'un peuple sémitique. Donc appartient à un autre groupe linguistique. Et alors l'alphabet grec, il a donné lieu à une autre écriture, à plusieurs autres écritures, à l'alphabet cyrillique, à l'alphabet arménien. Entendu? Oui, quand je dis de tous les alphabets dans le monde, c'est pas vrai, parce que ici je ne fais pas référence évidemment aux alphabets qui existent en Inde, en Thaïlande, etc. Je veux dire, mais l'alphabet latin, c'est, comment dirais-je, l'alphabet phénicien, par ses différentes branches, est devenu vraiment, et pas la Chine évidemment, le Japon, on est bien d'accord, mais donc l'alphabet phénicien est à l'origine de l'alphabet hébraïque, de l'alphabet donc grec, de l'alphabet latin, des caractères qu'on utilise dans les pays orthodoxes, donc, ou en tout cas slaves, comme la Russie, la Bulgarie, etc., etc. Donc vous voyez que c'est un alphabet qui a connu, alors que ce sont des petites cités, les cités phéniciennes à l'origine, un succès immense. Un succès immense. Alors maintenant, on va tout doucement passer à, j'espère avoir repris les principales notions qui sont au tableau, oui. Alors on va passer maintenant au domaine de la religion. On est toujours dans la superstructure. C'est quoi la superstructure? En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui se situe au-dessus du mode de production d'une société donnée et qui va dépendre de cette infrastructure. En grande partie. Il y a une relative autonomie, mais en tout cas en grande partie. Alors, pour qu'une société fonctionne, en tout cas, ça a évolué comme ça aurait pu évoluer autrement. Je veux dire, pour que les sociétés dont nous sommes les héritiers aient pu fonctionner, il a fallu la création de l'État. Je vous ai expliqué pourquoi il y a eu la création de l'État tout à l'heure, pour organiser la vie collective, organiser les infrastructures, justement. Je vous ai expliqué également que l'écriture est un outil dont l'État a eu besoin pour la comptabilité, pour lever des impôts. Mais l'écriture va servir aussi à d'autres usages. Mais je parle de son usage premier. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il y a un déterministe simpliste qui relie ces événements-là. Un événement ou un élément dans une société peut avoir une cause et puis servir à plein d'autres choses par la suite. Donc l'écriture, elle sert d'abord à la comptabilité, elle sert d'abord dans le fonctionnement de l'État, et puis voilà, c'est comme le clergé. Il faut bien distinguer le clergé de la religion. J'aurais pu y insister tout à l'heure. Je vous ai indiqué au tableau, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, que les premiers temples, je dis bien les temples, apparaissent au tournant du 4e et du 3e millénaire, donc pour donner une date ronde vers 3000. Ces temples apparaissent où? Eh bien, ils apparaissent dans les villes, donc ce n'est pas au milieu du désert, ce n'est pas en race campagne. Donc les temples apparaissent dans les villes. Alors, s'agit-il d'une excroissance de la religion? Peut-être, mais les temples vont avoir une fonction au sein des premières villes, à côté du palais royal. Les premiers palais royaux dont on a
reconnaissance grâce à l'archéologie, ce ne sont pas des palais comme on les imagine maintenant, non, ce sont de vastes ensembles, un vaste groupe d'habitations qui devaient servir d'une part aux prises de décision et d'autre part qui devaient servir aussi, je dirais, au stockage des biens, des céréales qui étaient produites en vue d'être redistribuées. Parce que quand on est dans une ville, ce n'est pas un endroit où on produit, en tout cas essentiellement, peut-être secondairement, de la nourriture. Les villes, ce sont des endroits où vont se développer l'artisanat, le commerce, alors que les campagnes sont destinées à la production des céréales ou à la production de lait, de laine, comme je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure en vous parlant de l'élevage. Donc la ville va avoir une fonction, je dirais, complémentaire et va pouvoir se développer, non pas de manière indépendante, parce que les gens qui sont dans les villes ont besoin de manger, c'est ce que je viens de vous dire, mais les gens qui sont dans les villes ont besoin qu'il y ait un lieu où l'on puisse se ravitailler. Et tout ça va être organisé par un pouvoir. Je ne dis pas que ce pouvoir, c'est un pouvoir de philanthrope, certainement pas, parce qu'il confisque une partie à son propre profit. Donc il y a une classe dirigeante qui confisque évidemment une partie de la production pour lui-même. Mais le clergé intervient là-dedans. Donc à l'origine, clergé et pouvoir politique ne sont pas vraiment distingués. Le clergé est là pour justifier aussi, je dirais, la partie du surtravail des agriculteurs pour le conserver, parce que la religion a, je ne dis pas seulement, elle a d'abord, enfin, entre autres, parce que sinon on va dire que je suis déterministe, elle a entre autres pour fonction de légitimer, de justifier le pouvoir politique. Elle peut répondre à d'autres besoins psychologiques de l'être humain, je n'en disconviens pas. Mais en tout cas, la création d'un clergé, ça c'est autre chose. Le clergé, très clairement, il intervient dès le départ dans l'appareil étatique. Donc on peut être religieux sans être clérical, d'ailleurs à l'heure actuelle aussi, vous pouvez avoir des sentiments religieux, vous pouvez être croyant, et par ailleurs estimer que l'Église en tant qu'institution, reconnaître en tout cas que l'Église ou les Églises ont eu un rôle à un moment donné qui n'était pas si glorieux que cela, parce que les Églises tenaient, ou le clergé tenait un discours qui participait de l'oppression des populations. Il y avait un lien très étroit entre l'Église et l'État. Avant 1789, mais même après, donc voilà, il faut distinguer. Enfin, je crois que 1789 marque vraiment une coupure, même si en France, il faut attendre la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais vous savez qu'en Belgique, les choses ne sont pas aussi séparées que ça. Nous vivons toujours sous le régime du Concordat, qui date de l'époque de Napoléon, plus précisément de Bonaparte, quand il était premier consul. Et donc, en Belgique, vous savez que les ministres du culte sont rémunérés par l'État, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, ça veut dire que quand vous êtes prêtre, quand vous êtes évêque en Belgique, vous avez un salaire qui équivaut d'ailleurs au salaire d'un prof. Donc, je veux dire, la séparation n'est pas faite en Belgique, même si la laïcité a fortement progressé, ça c'est sûr. Mais je veux dire, il n'y a pas encore de séparation entre les deux. Alors, je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure. Je vous ai dit que la religion fait vraiment partie de la superstructure dans la mesure où elle va permettre de justifier, de légitimer le pouvoir politique en place, qui est lui-même l'expression d'un rapport de force entre, d'une part, les possédants, et d'autre part ceux qui sont exploités. Donc vous voyez comment ça s'établit. C'est vraiment comme une maison, comme une construction.
vous avez d'abord, une société s'organise à partir de ce qu'on appelle un mode de production. Donc, est-ce qu'on est dans une société de type agricole ou une société de type industriel? Suivant qu'on est dans une société de type agricole, de type industriel, il y a plusieurs voies possibles. Société agricole, il y a eu deux modes de production, deux organisations sociales qui se sont succédées. C'est d'une part le mode de production esclavagiste, et puis après le mode de production féodal, autrement dit le système du servage, et où, je dirais, le surtravail, le produit du surtravail est ponctionné par les seigneurs. Je fais bref ici, vous aurez des cours plus approfondis. Donc ici, je suis un petit peu caricatural volontairement parce que je dois aller à l'essentiel. Et puis dans la société industrielle de notre époque, même si on l'a dit post-industrielle, on est toujours dans une société industrielle, même si elle est en crise, on n'est plus dans un mode de production féodal, on est dans un mode de production capitaliste. Alors capitaliste, ça veut dire quoi? C'est un capitalisme industriel, et là, la rente féodale a été remplacée par par quoi? Donc ça veut dire que maintenant, les gens, ils sont payés comment? Mais par ce qu'on appelle un salaire, donc par le salariat. Donc la rémunération des travailleurs se fait par un salaire. Donc là, le rapport, si vous voulez, entre celui qui domine et celui qui est dominé n'est plus un rapport de servitude comme il était à l'époque esclavagiste, ou un rapport où il y a une rente féodale, c'est-à-dire qui est ponctionnée par le seigneur à l'époque féodale. Donc à l'heure actuelle, c'est donc un système où c'est le salariat qui domine, très largement. Il a même presque remplacé toutes les formes de rémunération possibles. Donc c'est une autre forme de domination. Alors, je vous parlais de cela simplement pour vous dire que la religion, elle vient tout au-dessus du système. Elle vient tout au-dessus. Donc en dessous, vous avez l'économie. Ce qui est au-dessus, c'est l'organisation de la société et l'organisation de la société où l'État, le pouvoir politique joue tout son rôle et, je dirais, permet de légitimer un rapport de force entre les dominés et les dominants. Et puis alors vous avez la religion qui vient tout au-dessus et qui sert dans le discours idéologique. Alors cette religion peut avoir plusieurs formes, on verra ça dans les conclusions, mais cette religion peut avoir plusieurs formes, mais elle a pris successivement la forme du chamanisme, je vous en ai parlé dans le cours précédent, le chamanisme, l'animisme, et puis on est passé au polythéisme, donc la croyance en plusieurs dieux, et puis alors j'arrive à la dernière étape de mon exposé, c'est le monothéisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le monothéisme? Vous le savez, bien entendu, c'est la croyance en un seul Dieu. Mais on n'y est pas arrivé tout de suite comme ça. En fait, avant d'arriver au monothéisme tel que nous le connaissons, dans les grandes religions, en tout cas, je ne parle pas des religions asiatiques, mais issues justement du Proche-Orient, c'est-à-dire la religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane, vous remarquez que tout ça, c'est aussi la même religion. Comme par hasard. Il ne faut pas oublier que la religion chrétienne, c'est une religion du Proche-Orient. Il ne faut pas oublier. Voilà, une religion du Proche-Orient. Donc quand les gens disent notre religion, il faut défendre notre religion contre les musulmans, etc. Notre religion, ça n'a pas de sens. Parce que nos ancêtres, pour ceux qui descendent des Gaulois de manière pure, ce qui est vraisemblablement impossible, mais les Gaulois, ils étaient polythéistes. Donc ça n'a pas de sens de dire notre religion, nous, ici en Belgique. Je veux dire, on était christianisés, enfin, pour ceux qui sont vraiment des peuges de pure source qui ne veut rien dire, parce que ça n'existe pas. Mais donc, ce n'est pas notre religion, c'est stupide de dire ça. La Belgique a été christianisée, je dirais, en gros, disons, vers le 7e siècle, le 8e siècle. Il y a encore, pour l'être complètement, je dirais que l'Europe occidentale est vraiment christianisée qu'après le Concile de Trente, c'est-à-dire à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. Le siècle peut-être où la christianisation a peut-être été la plus forte, c'est le XVIIe siècle. Mais dès le XVIIIe siècle, il y a un nouveau courant qui apparaît, c'est le début de l'incroyance, l'athéisme. Donc vous voyez que, à part le XVIIe siècle, voilà. Ceci dit, il y a une ambiance chrétienne au Moyen-Âge, on est bien d'accord, il y a une christianisation,
au niveau des mentalités, des institutions, de tout ce que vous voulez, mais je parle ici de christianisation dans la tête, au niveau de la vraie croyance, de la religiosité, au sens, voilà. Ça, il faut attendre la double réforme protestante et la réforme catholique du XVIe siècle. Je reviens à mon mouton, celui de la croyance en un seul Dieu. On n'y est pas arrivé tout seul. Pourquoi, comme ça, aussi rapidement? Comment ça s'est passé? Eh bien, il y a d'abord, on va prendre, parce que ça vient de là, chez les Juifs, une phase que l'on peut appeler la monolatrie. Donc ça veut dire un culte à un seul Dieu, mais ce Dieu-là, ce culte à ce Dieu-là, n'est pas un culte exclusif qui ne reconnaîtrait pas l'existence des autres dieux. Donc ça veut dire que dans la première moitié du premier millénaire avant notre ère, en gros, je simplifie aussi, nouveau ici, eh bien les Juifs pensaient, croyaient qu'il y avait le Dieu d'Israël, le Dieu du peuple élu, et puis il y avait les dieux des autres peuples. Donc c'était le Dieu d'Israël, ce n'était pas un Dieu universel. Puis progressivement, alors ça, on va passer progressivement à, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, ce que je viens de vous décrire, l'énothéisme. Je l'écris au tableau, l'énothéisme. Puis alors on va passer effectivement, mais ça s'est fait très lentement. Ça s'est fait à l'époque après l'exil. C'est quoi l'exil? L'exil, c'est la période où pendant 70 ans, à partir de 584 avant notre ère, l'élite, l'aristocratie et les intellectuels juifs sont déportés à Babylone par Nabuchodonosor, qui était donc roi de Babylone. Cette période va donc durer 70 ans. Lorsque Cyrus, le roi des Perses, vainc les Babyloniens, il va permettre aux Juifs de rentrer dans leur pays natal, et il va, comment dirais-je, souhaiter que les peuples qui lui sont soumis possèdent leur propre religion. Donc Cyrus est intervenu, je dirais, pour qu'il y ait une identité religieuse de type national qui se développe. Et alors, c'est à ce moment-là, après le retour de l'exil, que ceux que l'on va appeler les rabbins, que les érudits, vont construire un véritable roman national, puisque l'expression est à la mode, pour l'instant, puisqu'on veut l'instaurer dans les manuels en France, donc veulent instaurer donc un véritable roman national pour que les Juifs se soudent et prennent conscience de leur identité. Il se fait que, ça c'est, je dirais, le deuxième élément, mais le premier élément, ça avait été quoi? Eh bien, ça avait été que pendant l'exil, justement, la royauté avait disparu chez les Juifs, puisqu'il n'y avait plus de roi chez les Juifs. Il y avait eu successivement deux royaumes qui, parallèlement, avaient été défaits d'abord par les Assyriens et puis par les Babyloniens. Le royaume de Samarie et le royaume d'Israël plutôt et le royaume de Juda, le royaume d'Israël ayant pour capitale Jérusalem et le royaume de Juda ayant pour capitale Samarie. C'était deux royaumes juifs qui étaient l'un à côté de l'autre, qui coexistaient. Puis ils ont été défaits successivement par donc les Assyriens et les Babyloniens.
Je dis bien successivement, ils ont été défaits à près d'un siècle de distance. Hein. Et alors, à partir de 584, il n'y a plus de roi des Juifs, il n'y a plus de, je dirais, de pays juifs à partir de ce moment-là. Et donc, pendant l'exil, comme il n'y a plus de roi juif, il n'y a plus de terre juive, eh bien, la création d'un Dieu, j'allais dire transcendant, va servir de substitut à l'absence de roi et à l'absence de terre juive, proprement juive. Et donc, ce sont donc les deux éléments qui vont contribuer à la naissance, à l'invention du monothéisme. Donc, d'une part, pendant l'exil, cette nécessité d'avoir un Dieu unique auquel on va croire, auquel on va se référer, qui est un substitut, donc, du roi qui n'est plus là, et d'autre part de la terre juive qui n'est plus là non plus, et d'autre part, il y a la politique de Cyrus, je vous l'ai dit, qui favorise les religions de type national, et c'est pourquoi, à partir du 5e siècle, donc, des érudits, des rabbins vont se mettre à écrire donc ce roman national qui est la Bible finalement. La Bible, c'est un grand roman national. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir, juste après l'exil, un prophète, ou plutôt, ne mêlons pas les choses. Isaïe vit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais Isaïe, c'est un texte, en fait, qui n'a pas qu'un seul auteur, c'est comme la Bible, elle a été écrite par de multiples personnages, hein, et quand on vous dit c'est le livre d'un tel ou d'un autre, ben non, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est un petit peu, c'est pas vous que je faisais un cours sur Hérodote, mais oui, mais qui est Hérodote? C'est sans doute toute une série de poètes qui ont contribué à écrire l'Iliade et l'Odyssée. Mais la même chose ici, eh bien, les différents livres qui constituent la Bible ont été écrits par plusieurs personnes à des époques parfois très différentes. Donc ce que l'on appelle le second Isaïe, hein, c'est-à-dire une réécriture, composée d'ajouts donc au premier Isaïe, eh bien, donc c'est après l'exil, donc après le retour de Babylone, donc dans le dernier tiers du 6e siècle avant Jésus-Christ, et voilà ce que l'on trouve dans le second Isaïe. Je vous ai marqué les références au tableau, mais je vais les dire ici. Donc c'est dans Isaïe, le second Isaïe, chapitre 45, versets 21-22. Oui, je me base ici sur la Bible de Jérusalem. Hein. Voilà, j'ai d'autres versions de la Bible chez moi, mais c'est celle que toute ma vie j'aurais consultée. Bien, je ne suis pas du tout chrétien moi-même, enfin j'ai une éducation chrétienne, donc j'ai beaucoup lu la Bible, parce que pour un historien c'est impensable de ne pas fréquenter régulièrement la Bible, puisqu'elle est quand même au fondement de notre culture ici, en Europe occidentale. Alors, il dit ceci. Hein? Alors, je vais vous lire peut-être, oui. Proclamez, faites valoir vos preuves, tenez même conseil ensemble. Qui avait annoncé cela d'avance et l'avait, dès ce moment, révélé? Ne suis-je pas Yahvé? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Alors voilà, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Ça, c'est sans doute la première affirmation d'un Dieu universel. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans un système religieux où il y a Yahvé, Dieu d'Israël, et à côté de lui il y a d'autres dieux, le roi des Ammonites, le roi des Moabites, le roi des... Vous voyez ce que je veux dire? Non, il n'y a plus qu'un seul Dieu, c'est un Dieu universel. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Dieu juste et sauveur, et nul autre en dehors de moi. Tournez-vous vers moi pour être sauvés, tous les confins de la terre. Donc tous les confins de la terre, car je suis Dieu sans égal. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis le seul Dieu. Donc ça, c'est un texte évidemment essentiel qui montre que l'on est arrivé à cette notion de Dieu unique pour tout l'univers, et non pas d'un Dieu unique rien que pour le peuple d'Israël.
Vous savez que si l'écriture est apparue en dehors de la Mésopotamie proprement dite, à Ougarit justement, et dans d'autres régions, et puis finalement chez les Phéniciens et chez les Hébreux, c'est pas parce que il y avait des raisons objectives sur le plan économique et social, c'est parce qu'il y avait des raisons liées aux problèmes identitaires, justement. Un petit peu ce qu'ont vécu les Juifs lorsqu'ils ont inventé le Dieu unique, universel. D'abord unique pour le peuple d'Israël et puis universel. En fait, ceux qui ont les Phéniciens, enfin d'abord ceux qui habitaient Ougarit, les Phéniciens ont inventé l'écriture, une écriture différente, ils ont inventé l'alphabet, pas tellement parce qu'il était nécessaire et logique qu'il y ait une écriture plus simple, c'est essentiellement pour des raisons identitaires qui étaient une manière pour ces peuples qui se trouvaient entre les deux grandes puissances de l'époque, l'Égypte d'une part et d'autre part les puissances, comment dirais-je, de Mésopotamie, qui est en déclin à ce moment-là, on est dans une période d'entre-deux. Il n'y a plus de grands empires à ce moment-là. L'empire égyptien, on peut dire qu'à partir de 1100, c'est fini, il va renaître plus tard. Et les Assyriens, les Babyloniens, c'est un entre-deux, entre 1100 et 900. Les Assyriens, là, c'est 900, c'est l'empire néo-assyrien. Puis les Babyloniens, ils viennent plus tard. Les néo-babyloniens, il faut attendre donc le 6e siècle avant notre ère. C'est tout à la fin. Donc ici, on passe à la notion de Dieu universel. Et alors, évidemment, ce Dieu universel, il va s'installer, parce que ici je vous parle d'Isaïe, mais c'est un petit texte du 5e siècle, hein, ceci après l'exil. Maintenant, regardez un petit peu les dates que j'ai mises au tableau. Donc, à partir du 5e siècle, l'idée d'un Dieu unique est inventée par les prophètes juifs. Cette idée va se répandre jusqu'à l'ère chrétienne. Alors, au début de l'ère chrétienne, par définition, ce Dieu est repris par les chrétiens eux-mêmes. Donc, dans le christianisme, il n'y a qu'un Dieu universel sur terre. Alors, ça va être de nouveau, on va voir le lien entre la politique et la religion. À partir de cette époque-là, qu'est-ce qui va se passer au début de l'ère chrétienne? On est dans un empire romain qui domine tous les pourtours de la Méditerranée. Vous voyez le lien? Un seul empire, un seul empereur. Eh bien, cet empereur, il va lui falloir, à un moment donné, un seul Dieu pour tout son empire. Et c'est comme ça qu'au IVe siècle de notre ère, d'abord, il y a un édit de tolérance de 313 de Constantin, et puis alors, à la fin du siècle, édit de Théodose Ier, tout à la fin du IVe siècle, la religion chrétienne devient la religion unique, qui interdit toutes les autres dans tout l'Empire romain. Et puis alors, début du 7e siècle de notre ère, les musulmans, Mahomet reprend cette idée-là, mais il va amplifier encore l'idée des juifs et surtout l'idée des chrétiens, parce que chez les chrétiens, c'est pas tout à fait clair, hein, l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu avec la Trinité, 3 personnes en Dieu. Imaginez le paysan, est-ce qu'il peut comprendre ça, 3 personnes en Dieu? Ça veut dire qu'il y a 3 dieux ou il y a un Dieu? D'accord, c'est pas ça. Donc il y a eu des conciles pour essayer de résoudre tout ça, au IVe siècle, au début du 5e siècle, enfin, au IVe siècle essentiellement, résoudre le problème de la Trinité. Bon. Alors, les musulmans, là, Mahomet va encore aller plus loin que les chrétiens, parce qu'encore c'est pas clair, je vous ai dit, surtout qu'au Moyen-Âge, en plus de ça, la Vierge Marie qui se mêle comme c'est une sorte de déesse, puisqu'on lui rend un véritable culte, comme si c'était une déesse. Alors les musulmans vont plus loin, Mahomet va plus loin. Et c'est ainsi que c'est la phrase qui vous fait entrer dans la religion musulmane, c'est ce qu'on appelle la shahada, et la shahada, c'est une formule rituelle mais essentielle qui fait de vous un musulman, si vous y adhérez, si vous y croyez, qui est « il n'y a de Dieu que Dieu ». Donc c'est vraiment l'affirmation très claire et massive du monothéisme, ce qu'il n'y a pas dans le christianisme, hein, c'est pas quelque chose, hein, vous savez, dans le credo, c'est « je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », etc. Mais chez les chrétiens, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils. Tandis que chez les musulmans, c'est clair, il n'y a de Dieu que Dieu. Donc il y a de Dieu avec un petit D que Dieu avec un grand D. Donc, unicité. Et Mahomet est son prophète. Voilà, donc là on est au bout du processus.
conclusion de tout ceci, conclusion. J'ai essayé dans cette grande fresque qui couvre 12 millénaires, c'était pas facile à faire en un peu plus d'une heure, 1h15, je n'ai pas regardé ma montre à ce moment-là, donc de faire dans cette vaste fresque un inventaire des découvertes et des inventions de plus en plus rapides qui conduisent d'abord à, comment dirais-je, repenser complètement et vivre dans un mode de production qui est tout à fait différent de celui des chasseurs-cueilleurs, jusqu'aux environs 12 000, 10 000 avant notre ère. Avant, vous aviez des chasseurs-cueilleurs. À partir de maintenant, à partir de 12 000, vous allez avoir progressivement, parce que ça ne s'est pas fait ça s'est fait sur plusieurs millénaires. Moi, je vous donne chaque fois le point de départ du processus. Mais ces processus ont pris plusieurs millénaires, ça dépend dans quelle région on se trouvait. Eh bien, ce processus va prendre donc 12 000 ans. Vous avez, après donc la sédentarisation, l'agriculture, l'élevage, la céramique. Vous vous souvenez de toutes les inventions dont j'ai parlé. Puis, la création des premières cités-États, organisation politique et sociale. Le rôle que le clergé va jouer là-dedans. Les premiers temples. Et puis, je vous ai dit que l'écriture, elle ne naît pas par hasard. Ce n'est pas une simple invention intellectuelle, c'est une invention qui résulte d'un besoin. Un besoin de comptabilité, lever des impôts, contrôler l'élevage. Et puis l'étape suivante, évidemment, c'est qu'on va passer donc du polythéisme vers le monothéisme qui permet également de renforcer le pouvoir donc des politiques. Avant, vous aviez des cités-États, donc un Dieu universel, ça ne se justifiait pas. Il pouvait y avoir un Dieu par cité. Il y avait Marduk, il y avait Assur. Ce n'était pas un problème, Ils avaient chacun leur Dieu. Comme à Athènes, en Grèce, il y avait Athéna pour Athènes, il y avait un autre dieu pour telle autre cité, ce sont des cités-États. Il y avait 200 cités-États en Grèce. En Mésopotamie, il y avait des tas de cités-États. Et puis il y a des moments où il y a eu quand même des regroupements, des unifications, des groupements à l'époque de Hammurabi, 18e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Nabucodonosor, 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu l'époque assyrienne, paléo- et néo-assyrienne, entre le 12e, 13e, 12e et 7e siècle avant notre ère. Donc vous voyez, alors à partir de ce moment-là, un Dieu qui domine les autres intervient, et alors là on va passer de la notion de domination à la notion d'élimination des autres dieux. Avant il y en a un qui va dominer les autres dans le cadre d'un empire, et puis à un moment donné, dans le cadre de l'Empire romain, on va passer à l'idée qu'il y a donc un Dieu unique pour tous les habitants de l'Empire, et on l'impose à tout le monde. Entendu? Alors, maintenant, quand on fait une petite comparaison avec l'heure actuelle, c'est quoi cette comparaison? Eh bien, essayons de voir maintenant, 14 000 ans plus tard, ce qu'il en est, à partir de 12 000. Donc, voilà. Au tableau, donc, vous voyez qu'il y a d'abord la sédentarisation, l'agriculture. Avouez que, bon, s'il y a tant de gens qui sont obèses dans la civilisation, c'est quand même lié à la sédentarisation. Avant, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'était des nomades. Donc le problème du poids ne se posait pas, ou plutôt il se posait dans l'autre sens. Ça va? Bon. Non, peut-être trop maigre. Enfin, on a vu, je vous ai dit, théorie de Saline, c'est tout, que le problème de la nourriture ne se posait pas vraiment parce qu'ils étaient peu nombreux et qu'il y avait des troupeaux très abondants à l'époque du Paléolithique. Bon. Donc, on est directement concerné. Le problème des villes, les villes sont devenues tentaculaires, pour reprendre le titre d'un recueil de poèmes d'Émile Verhaeren. Les États sont devenus des États tentaculaires également. L'État a pris de plus en plus de place. Évidemment, le sommet, c'est évidemment les États bureaucratiques, comme celui du RSS au XXe siècle, ou les États totalitaires, comme celui de Mussolini en Italie, ou surtout l'État nazi avec Hitler. Donc vous voyez la place que l'État, au point que l'État voulait contrôler tout. Et ça donnait lieu alors au roman de science-fiction de George Orwell, 1984, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, l'alphabet, oui, l'écriture, elle a connu une histoire. L'écriture naît entre 3400 et 2200 avant notre ère.
L'alphabet apparaît entre 1300 et 1200 à Ugarit. L'alphabet phénicien dont nous sommes les héritiers apparaît vers 1000, Dodine d'Atron. L'invention de l'écriture, c'est au milieu du XVe siècle, qui va permettre de diffuser la pensée en très grand nombre, à l'époque de la Réforme, à l'époque de l'humanisme. Et puis alors, vous avez, après la Deuxième Guerre mondiale, la révolution informatique, au point que maintenant, les gens qui n'ont pas d'ordinateur, ils connaissent ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc vous voyez en quoi ça vaut la peine de comparer deux périodes. Vous comparez ce qu'il y avait avant, vous comparez ce qu'il y a maintenant, et vous voyez dans quelle mesure nous sommes les héritiers de tout ça. Donc faire de l'histoire, ça a du sens. On comprend pourquoi il faut faire de l'histoire. D'où ça vient tout ça. Et ça, ce sont des interrogations légitimes des enfants et des adolescents que vous aurez. Je vous montre donc quelques livres maintenant. Alors, tout d'abord, un numéro de la revue, donc, l'Histoire, de janvier 2004, L'Orient ancien. Il y aurait peut-être moyen de fermer les rideaux, ce serait gentil. Si quelqu'un peut se lever. Celui qui est là, voilà, c'est celui-là et celui-là. Oui, ceux-là. Merci. Alors, L'Orient ancien de Rouda. L'Orient ancien chez Terrail de Annie Cobet et Patrick Puisségou. Ce serait gentil de fermer celui-là parce que je l'ai en pleine figure. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, Atlas de la Mésopotamie et du Proche-Orient ancien chez Brepols de Michael Rowe. Alors, la Mésopotamie, publiée par les belles lettres de Jean-Jacques Glasner. De Jean-Claude Margueron, Mésopotamie chez Nagel, ça concerne plus l'archéologie et l'histoire de l'art. De Georges Roux, La Mésopotamie au point. De Francis Johannes, La Mésopotamie au premier millénaire avant Jésus-Christ, chez Armand Collin. Alors, en octobre de l'année passée, donc 2015, les collections d'histoire ont publié un ouvrage très très général, mais où il y a un excellent article de synthèse sur le Proche-Orient de Sumer à Daesh. Ça, c'était au niveau général. Alors, en vieux classique, en cas dans les mains, qui s'est trouvé entre les mains de plusieurs générations, de Gordon Child, de la préhistoire à l'histoire, c'est Gallimard, la petite collection, de poche, de Cauvin, Naissance des divinités, naissance de l'agriculture, chez Flammarion, pour lequel la révolution mentale a précédé la révolution matérielle, donc au moment du néolithique. Jean-Paul Demoule, Les origines de la culture de la révolution néolithique, chez Le Pommier. De Jean-Denis Vigne, Les origines de la culture des débuts de l'élevage, même collection. Alors, sur le mode de production asiatique publié par le Centre d'études et de recherche marxiste, édition sociale. De Karl Wittfogel, Le despotisme oriental, aux éditions Mimi. Alors, Le monde de la Bible chez Folio, mais quand on parle du monde de la Bible, ça concerne bien les Babyloniens, les Assyriens, tous les peuples autour donc d'Israël. Alors, de Bottero et autres, L'Orient ancien et nous, chez Pluriel. De Nicolas Grimal, Histoire de l'Égypte ancienne. Alors, pour l'écriture, Jean Bottero, Mésopotamie, l'écriture, la raison et les dieux, en folio histoire. De Jean-Jacques Glasner, auteur que nous avons déjà vu, Écrire à Sumer, l'invention du cunéiforme, aux éditions du Seuil. Alors, le catalogue d'une très belle exposition qui date de, je ne sais plus l'année, enfin qui a au moins 20 ou 30 ans, parce que moi j'ai été avec mes étudiants, mes élèves il y a au moins 25 ans,
enfin, j'ai pas le temps de vous trouver la date, mais donc c'est publié chez Brepols, en Syrie, aux origines de l'écriture. Superbe catalogue. Donc c'est une exposition qui a eu lieu à Bruxelles, et la date, 1997. Donc ça a pratiquement 20 ans. Alors, sur la naissance du monothéisme, Naissance de Dieu, la Bible et l'historien, par Jean Bottero chez Gallimard. Du même Jean Bottero et Samuel Noah Kramer, Lorsque les dieux faisaient l'homme, édition Gallimard, essentiellement des textes que vous trouverez dedans. Alors, de Thomas Remer, qui enseigne maintenant au Collège de France, chez Bayard, La Bible, quelles histoires? Donc, il y a beaucoup de questions justement de la naissance du monothéisme. Et alors, je ne vous ai pas montré ce livre-ci, mais qui est un ouvrage dont plusieurs générations ont eu en main. C'est L'histoire commence à Sumer, chez Champ Flammarion. Et je voudrais d'ailleurs terminer ce cours par un petit passage d'un texte qui explique le fonctionnement de l'agriculture, donc à Sumer, au 2e millénaire avant notre ère. Regardez comme c'est un beau texte. Quand vous pensez que ce texte, il a 3500 ans, quelque chose comme ça, c'est quand même assez incroyable. Je cite donc, « Au temps jadis, un fermier donna ses conseils à son fils. Quand tu seras sur le point de cultiver ton champ, prends soin d'ouvrir les canaux d'irrigation de telle sorte que l'eau ne monte pas trop dans le champ. Quand tu l'auras vidé de son eau, veille sur la terre humide du champ afin qu'elle reste plane. Ne laisse aucun bœuf errant la piétiner. Chasse les rôdeurs et que l'on traite ce champ comme une terre compacte. Défriche-le avec 10 houes étroites, ne pesant pas plus de 2/3 de livre chacune. Son chaume devra être arraché à la main et lié en gerbe. Ses trous noirs devront être comblés à la herse, et les 4 côtés du champ seront clos. Pendant que le champ brûle au soleil d'été, qu'on le divise en parties égales, que tes outils bourdonnent d'activité, la barre du joug devra être consolidée. Ton nouveau fouet fixe par des clous et la poignée de l'ancien réparé par les enfants des ouvriers. » J'ai dit.